L'objectif de cet exercice de physique universitaire, c'est d'analyser un système en équilibre avec un système qui a deux sous-systèmes, dont un en pente, où il va y avoir du frottement sec et du frottement fluide. On va étudier ce mouvement, trouver les équations du mouvement et déterminer la vitesse limite. Les outils qu'on a besoin sont la deuxième loi de Newton, qui est que la somme des forces extérieures égale à la masse fois l'accélération, que la valeur de la force de frottement fluide vaut moins une constante fois la vitesse de l'objet. Donc on voit que la force de frottement fluide sera opposée en direction à la vitesse. Que la force de frottement sec est toujours égale à un coefficient de frottement fois la force normale. Et un outil qui nous sera utile pour définir l'accélération sur chacun des axes qu'on décide de prendre sera les projections avec cosinus et sinus. L'énoncé, c'est le suivant. On a Léo, un passionné de physique, qui décide de mener une expérience pour mieux comprendre les forces agissant sur les objets. Il va placer un bloc M1 sur un plan incliné, qui fait un angle alpha avec l'horizontale, et ce bloc est attaché par une poulie, elle-même reliée à une deuxième masse, qui est plongée dans un liquide. On va avoir un frottement fluide sur la masse M2, et un frottement sec sur la masse M1. Maintenant, dans l'ordre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser les forces et les repères sur ce schéma. Ensuite, on va déterminer, grâce à la deuxième loi de Newton, la valeur de la masse M1 pour laquelle elle va commencer à glisser. Et en dernier, on va essayer de trouver la vitesse de M1 dans le temps pour trouver la valeur de la vitesse limite. Donc la vitesse quand le temps tend vers l'infini. Petit conseil. En premier, faites votre schéma. En deuxième, placez les forces. En troisième, exprimez la somme des forces est égale à MA. Pour ça, vous devrez projeter vos forces selon le repère que vous utilisez. Et en dernier, résolvez l'équation différentielle. Bon courage et on se voit tout de suite pour la correction. C'est parti pour la correction. Alors, pour représenter notre problème, on a deux choses à faire. La première, c'est de placer les vecteurs des forces. Et la deuxième, c'est de placer un repère. En premier, on va se concentrer sur la masse M1. Si on est la masse M1, qu'est-ce qu'on ressent? Où est-ce qu'on se sent tiré? La première force, ça va être le poids, dirigé vers le bas. La deuxième, ça va être la force normale, qui est perpendiculaire par rapport au sol. La troisième, ça va être la force de traction de la corde. Et la dernière, ça va être la force de frottement. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis la force de frottement vers le haut? Ça, c'est purement arbitraire. J'ai imaginé que la masse allait aller vers le bas. Et si elle va vers le bas, alors la force de frottement est vers le haut. Donc c'est-à-dire que la force de frottement, je la pose arbitrairement, c'est moi qui décide. Par contre, il faut que je sois cohérent dans tout mon problème. C'est pour ça que la force de frottement sur la deuxième masse est vers le bas. Parce que si la masse M1 descend, la masse M2 monte, et la force de frottement est opposée au mouvement. Donc on a posé toutes nos forces sur la masse M1. Maintenant, on va devoir poser un repère. Pour poser le repère, l'idéal, c'est de mettre au moins un axe qui est dans la direction du mouvement. Notre masse M1, elle va bouger sur cet axe. Donc je mets mon axe X dans ce sens-là. L'axe Y est perpendiculaire au premier. Et en plus, ça tombe bien, puisque la force normale va être dans le sens de l'axe Y. Maintenant, pour la deuxième ici, la masse M2 ne bouge uniquement selon une seule direction. Donc je vais avoir besoin que d'un seul axe, que j'appelle Z. Et comme force, je vais avoir le poids qui l'attire vers le bas, la force de traction qui l'attire vers le haut, la force d'Archimède qui tend à faire flotter l'objet, donc vers le haut, et la force de frottement fluide dont on a déjà parlé, qui va vers le bas. Maintenant, la deuxième question, on va essayer de déterminer la valeur minimale de M1 pour que le bloc descende le long du plan incliné. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand on dit que le bloc descend? Ça veut dire qu'il va avoir une accélération vers le bas. Parce que si au début le bloc M1 ne bouge pas et qu'après il glisse vers le bas, ça implique nécessairement que l'accélération est vers le bas. Une autre manière de le voir, c'est que la somme des forces sur M1 dans ce sens est plus grande que la somme des forces sur M2 dans ce sens. Pour ça, on va faire la somme des forces sur chaque objet. On va mettre que les tensions ont la même norme et ça nous donnera une seule et même égalité. Alors, sur M1, qu'est-ce qu'on a comme force sur l'axe qui nous intéresse, X? On va avoir cette composante du poids, qui représente M1G sin alpha. On va avoir la tension du câble. Et on va avoir la force de frottement. Ici, on va considérer que l'accélération est égale à 0. On va considérer le moment où l'objet
va commencer à bouger mais n'a pas encore d'accélération. Comme ça, on a le moment critique, le moment de bascule auquel la masse va commencer à glisser. Maintenant, sur notre masse M2, qu'est-ce qu'on a comme force? On va avoir le poids, on va avoir la force de traction et la force d'Archimède. Ici, on n'a pas mis la force de frottement fluide, puisque au tout début, la masse M2 n'a pas encore de vitesse. Donc la force de frottement fluide qui est liée à la vitesse, qui est égale à moins un coefficient fois la vitesse, est nulle. Maintenant, on va faire deux choses pour pouvoir résoudre ce système et isoler M1. C'est qu'on va dire que les tensions dans le câble ont la même norme, et que la force de frottement, ici, vaut le coefficient de frottement fois la force normale. Et la force normale, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut cette composante du poids. Donc la force normale est compensée par cette composante du poids. Et ça, on le sait, puisque la masse M1 reste sur le plan incliné. Donc ça veut dire que son accélération sur cet axe est égale à 0. De là, on peut tirer que la force de frottement vaut le coefficient de frottement fois la masse de l'objet fois G fois cos alpha, avec ce terme-là qui représente le poids sur cet axe. On va résoudre le système. Pour moi, le plus simple pour résoudre le système, c'est d'isoler T1, d'isoler T2, de poser cette égalité et ensuite d'isoler la masse. Cette masse, ce sera donc la masse pour laquelle l'objet commence à glisser. Maintenant, on passe à la question C. On va écrire l'équation du mouvement de M1 maintenant qu'il a commencé à être en mouvement. Pour ça, on va utiliser la somme des forces est égale à MA. Et l'accélération, on va l'écrire selon notre repère. L'accélération, c'est la double dérivée de la position. Donc on a l'accélération, c'est x point point. Cette équation, ça va être la seconde loi de Newton sur cet objet. On a les mêmes forces qu'avant, à la différence qu'ici, on a la force de frottement fluide. Et la force de frottement fluide, on a dit, c'est moins un coefficient fois la vitesse. Et la vitesse, c'est la dérivée de la position, donc x point. La deuxième équation, c'est la somme des forces sur cette masse, qui est la même que celle de la question précédente. Encore une fois, on a un câble qui est inextensible, donc les deux tensions sont les mêmes. Ça nous donne une seule et même équation qu'on peut simplifier par ceci. Ici, on a noté la constante qui est égale à tous ces termes, puisque tous ces termes ne varient pas dans le temps. Donc ça nous donne une équation beaucoup plus épurée qui sera beaucoup plus simple à résoudre, parce que là, on a une équation différentielle qu'on va résoudre dans la question d'après. Dernier détail qui est important, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas du z ici, dans l'équation là. La raison pour ça, c'est qu'on a essayé de tout mettre selon la même variable, x, et on a la condition suivante, c'est que si notre objet M1 monte de 1 mètre, l'objet M2 descend de 1 mètre. Donc ça veut dire que si l'objet M1 monte de x, l'objet M2 descend valeur moins z. On a donc x égale moins z, x point égale moins z point, et x point point égale moins z point point. On aurait pu enlever le signe moins en mettant l'axe z dans l'autre sens. Ici, on vient chercher la solution de cette équation différentielle pour avoir la vitesse dans le temps. Pour avoir le détail, je vous invite à regarder le cours d'analyse dans lequel la résolution des équations différentielles est expliquée. Maintenant, nous, vu qu'on est physicien, on va prendre directement les résultats. C'est-à-dire que si on a une fonction qui est égale, enfin proportionnelle du moins, à sa dérivée, une fonction qui remplit cette condition, c'est la fonction exponentielle. Donc on sait que x point va être de forme exponentielle, de cette forme-ci, avec une constante devant l'exponentielle, une deuxième constante dans l'exponentielle, et une troisième constante qu'on additionne. On peut réintégrer ça dans notre équation de base, en dérivant x point, pour trouver cette équation. Si on avait voulu trouver directement la vitesse limite, ce qu'on aurait pu faire, c'est de se dire qu'à la vitesse limite, la vitesse ne varie plus. Si la vitesse ne varie plus, x point point égale à 0, et on trouve directement ce résultat.